Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Bains-sur-Rouste, en Bretagne, pour démarrer une série de 3 épisodes afin de découvrir la filière laitière bio européenne. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par le CNIEL, qui est l'interprofession des produits laitiers et qui représente l'ensemble des acteurs de la filière laitière. Et en fait, dans le cadre de leur campagne de communication qui s'appelle Prenez en main la bio et qui est cofinancée par l'Union européenne, ils ont pour objectif de valoriser plus spécifiquement la filière laitière bio. Alors pour ceux qui m'écoutent régulièrement, vous savez que je fais très peu, voire pas du tout d'épisodes sponsorisés. Mais j'ai décidé d'accepter ce partenariat parce que la filière laitière est un fleuron de l'agriculture française et pourtant on compte de moins en moins d'éleveurs laitiers. Ils sont pas moins de 13 000 à avoir abandonné le métier au cours des 10 dernières années pour n'être plus que 35 000 aujourd'hui. Et dans le sud-ouest, par exemple, chez moi, la profession connaît un décrochage impressionnant quand on regarde les courbes. Les éleveurs engagés en bio connaissent actuellement une situation particulièrement délicate suite au recul de la demande liée au contexte inflationniste qu'on traverse actuellement. Bref, alors dans ces 3 épisodes, je vous propose de partir à la découverte de l'ensemble de la filière. On va d'abord rencontrer Apolline, qui est une éleveuse laitière, vous le verrez, qui est pétillante et qui est engagée en bio sur l'exploitation familiale. Dans un deuxième épisode, on rencontrera William, qui lui est responsable grand compte de la coopérative d'Apolline. Et en fait, la coop, c'est celle qui est en charge de transformer le lait d'Apolline en beurre ou en fromage, par exemple, puis de les vendre aux grandes surfaces, aux grossistes ou à la restauration collective. Et enfin, dans le dernier épisode, on ira avec Apolline chez Fabrice, qui est chef cuisinier dans une cantine scolaire et qui nous dira tout sur son métier et comment il s'attache à intégrer des produits laitiers bio dans ses menus. Allez, assez parlé, partons à la rencontre d'Apolline, une éleveuse passionnée qui produit du lait grâce à ses 130 vaches au cœur de la Bretagne. Vous le verrez, j'ai d'ailleurs eu la chance qu'Apolline m'accompagne dans les 2 autres épisodes pour qu'elle rencontre elle aussi ceux qui offrent des débouchés au lait qu'elle produit et qu'elle puisse leur poser toutes ces questions. Je me suis régalée à ses côtés, encore merci à elle de m'avoir accompagnée. Bonne écoute! Bonjour Apolline. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta ferme. On va avoir la chance de passer 2 jours ensemble pour découvrir la filière laitière bio. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors moi je suis aussi très contente de vous accueillir. Alors là on se trouve dans notre ferme. Donc moi je m'appelle Apolline, je suis agricultrice installée depuis le 1er février 2020 avec mon papa. Nous avons 2 salariés, donc Jean-Rémy et Maxime qui est mon petit frère. On est installé à Bains-sur-Rouste en Ille-et-Vilaine en Bretagne. Et moi je suis en parallèle maman d'une petite fille qui a 2 ans. Et je suis en couple avec un agriculteur également. Donc voilà. Donc tu as eu 2 bébés en même temps, l'exploitation et ta fille. Exactement. Et le conjoint presque. Et le conjoint, 3 bébés. Le cadeau. Et alors, est-ce que tu pourrais nous décrire ton exploitation ? Alors en fait, on est en agriculture biologique depuis 2000. Et on a 120 vaches laitières. Et on a 2 sites, donc un pour les vaches laitières et un pour les génisses. Donc on fait uniquement du lait sur la race Primostein. Et à côté, on a 220 hectares. On a 15 hectares de maïs, 15 hectares de mélange céréalier et 190 d'herbes. Et alors, ça a été quoi le déclic pour toi de t'installer agricultrice et éleveuse laitière ? Eh bien en fait moi depuis que je suis toute petite je veux revenir à la ferme avec mon papa de toute manière, donc c'était déjà un choix qui était mûrement réfléchi, une passion parce que j'ai vécu aussi à côté de mon papa, c'est une structure familiale donc j'ai vu mon grand-père etc. y évoluer et puis la passion est venue toute seule. Tu peux nous raconter comment tu as dit à ton père que tu voulais venir t'installer ? Eh bien, en fait, je pense qu'il l'avait deviné déjà depuis très longtemps. Et en fait, il y a eu une opportunité en 2018 de revenir dans la ferme. Donc on en parlait tout à l'heure, mais c'était assez rigolo. En fait, j'ai fait 1 an et demi de salariat avant de m'installer dans la ferme. Et du coup, en fait, je suis partie un matin à Rennes où je faisais mes études. Et puis, j'ai déposé dans la boîte aux lettres un CV, une lettre de motivation. Et puis, comme tout le monde, je suis passée par la même case. Et puis, du coup, j'ai été appelée par mon futur
futur patron. Et puis, il m'a dit oui. Trop content qu'il y ait la relève qui soit assurée parce que il a quand même monté une belle affaire. Ça aurait été dommage que personne ne... Complètement. Après, on en a parlé, mais j'ai jamais eu le couteau sous la gorge. Vraiment, il m'a toujours donné le choix. Mais à côté de ça, il transpire la passion et ça s'est fait naturellement. Enfin, moi, il s'est jamais plaint de son métier. Il adore ce qu'il fait. Il est rémunéré de son métier. Ça, c'est aussi une question qui est très importante. Et je l'ai vu à la maison. On a pu partir en vacances. Il a eu des week-ends. Donc, c'est un ensemble qui fait que ce métier m'a donné envie d'y travailler, quoi. Justement, on te dit, des week-ends, des vacances, c'est assez rare et pourtant vous avez quand même 130 vaches, c'est pas rien, c'est un gros troupeau. Comment vous êtes organisé pour pouvoir trouver un équilibre comme ça ? Eh bien, en fait, au tout début, ça s'est pas fait comme ça. Mon papa a commencé avec des horaires lambda, qui étaient celles de beaucoup d'agriculteurs, avec des soirées très longues et puis des week-ends de garde, des vacances très peu dans l'année. Enfin, on a vécu pas beaucoup de temps avec notre papa comme ça, mais un petit peu. Et puis un jour, ils ont voulu se réorganiser. Donc, il a voulu changer au niveau de la famille, passer un petit peu plus de temps avec nous et donner un petit peu plus de temps à ses loisirs, à ses responsabilités extérieures. Et du coup, il a réorganisé un petit peu son travail. Et depuis, nous, on commence à 7h, on finit à midi et demi. On reprend à 13h30, 14h. Et le soir, moi, c'est ma date butoir. À 18h15, il faut que je sois chez la nourrice. Donc, de toute manière, j'ai pas le choix, il faut que ça soit fini. Et dans ces horaires, c'est quoi ta journée type ? Tu fais quoi ? Tu démarres par quoi le matin ? Comment ça se passe ? Eh bien, le matin, je dépose ma petite à la nourrice à 7h. J'arrive ici à 7h15, 7h30. Donc, avec grand plaisir, j'ai mon papa et mon salarié qui ont démarré parce que s'ils m'attendaient, ça serait pas, le boulot serait pas fini de bonne heure. Et du coup, on commence par la traite. Donc, jusqu'à 6h30 à 9h, on traite les vaches. Ensuite, 9h, 9h30, je donne à boire aux veaux. Ensuite, on fait l'alimentation des vaches, l'alimentation des génisses, on entretient les bâtiments, donc ça va être repaillé, curé, toutes ces choses-là qui sont la journée type. Et ensuite, de 10h à midi et demi, là, ça va être les tâches quotidiennes, saisonnières, dans les champs, dans les cultures, les clôtures, la gestion un petit peu des aléas à la ferme, mais voilà quoi. Et puis après, on va manger. Début d'après-midi, pareil, de 13h30 à 15h30, c'est les tâches de la journée. Et puis ensuite, on renchaîne la traite de bonne heure, 15h45. C'est très, très, très rare. Je connais personne, mais voilà, pour que à 17h30, je termine, je fasse mes veaux, on resoigne un petit peu les vaches laitières. Et puis à 18h... les 3/4 du temps, c'est fini. Après, bien sûr, il y a les aléas du direct. Et voilà. Ça n'a pas impacté la production de lait des vaches, de les traire plus tôt ? Après, ils l'ont. Mon papa l'a fait. Il était déjà il était en conventionnel, donc ça avait l'air de fonctionner. Mais le fait qu'on soit en bio est aussi une question dans le sens où les vaches sont pas très très productives. On tourne aux alentours de 6500 litres par vache, et du coup, en fait, la traite du matin et la traite du soir, voilà, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. On n'a pas des vaches qui sont à 35 kilos de moyenne où là, c'est hyper fragile et donc ça va. Après, bien sûr, on produit 2 fois plus de lait le matin que le soir. Ça, c'est clair, parce que la nuit est beaucoup plus longue que la journée. Mais elles ont l'air de s'y plaire. Parfait. Et alors, tu nous as dit que les 200 hectares que vous aviez par ailleurs, ça vous servait à l'alimentation des vaches. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Est-ce que vous êtes autosuffisant et pourquoi vous avez fait ce choix ? Eh bien, en fait, nous, on a une particularité chez nous, c'est qu'en fait, les 3/4 de l'alimentation des vaches sur 250 jours de l'année quasiment, c'est l'affouragement en verre. En fait, on n'a pas beaucoup de matériel sur la ferme, mais on a un équipement faucheuse avant et autochargeuse à l'arrière où on va chercher l'herbe en verre dans les champs et c'est distribué tout de suite devant les vaches en frais. Donc, elles sont la journée au pâturage. On a 30 hectares accessibles autour de la ferme. Et le soir, après la traite, c'est la carotte. Elles ont une remorque entière d'affouragement vert devant les cornadis, quoi. Donc ça, c'est l'alimentation des 3/4 de l'année, donc ce qui représente 190 hectares d'herbe, qui sont le foin, l'affouragement vert et puis l'ensilage d'herbe.
un petit peu de maïs parce que mine de rien, c'est une part inférieure sur la totalité, mais parce que en bio, c'est assez compliqué à mener une culture de maïs. Mais quand elle est réussie, ça a toute la valeur qu'elle apporte. Hein. Donc, on a gardé un petit fond dans la ration hivernale de maïs et puis un petit peu de mélange céréalier parce que on a besoin d'aliments énergétiques pour les animaux qui coûtent assez cher dans le commerce. Donc, on le produit sur la ferme et un petit peu de paille pour la litière, quoi. Ok, super. Bon, mais très bien. Écoute, je te propose qu'on laisse tes vaches tranquilles, qu'on aille poursuivre la discussion à l'intérieur pour notamment parler du bio et de ce que ça implique, toi, concrètement, dans ton quotidien comme règle à respecter pour que tu aies la certification. À tout de suite. Bon, Apolline, nous voilà revenus à l'intérieur, ce qui est mieux parce qu'on a un temps très breton là aussi, il pluvine beaucoup. Pas de chance. On dira ça. Alors tu nous l'as dit, vous êtes en bio. Depuis quand vous êtes converti et pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors nous, on est passé en bio, enfin c'est mon papa qui est passé en bio en 2000, donc ce choix était mûrement réfléchi et puis à l'époque on passait pas en bio pour le prix parce que clairement c'était pas la différence qu'il y a eu quelques années après, il y avait une différence entre les deux, mais je veux dire les effectifs étaient assez faibles en bio en 2000 et du coup c'était assez précurseur quoi. Donc lui il a fait ce choix-là parce qu'en fait on est dans un environnement qui est très très herbagé autour de Redon. On a 30 hectares de marais, on a des terres qui sont des terres herbagères, quoi. Vraiment, c'est pas des terres de grande culture. Et au fur et à mesure, la balance sur la ration était de plus en plus importante sur l'herbe. Et en fait, un jour, il s'est dit, non mais il n'y a plus qu'une marche à franchir, c'est de passer en bio. Les intrants étaient très faibles. Nous, on a beaucoup de lisier et de fumier sur la ferme. Donc, en fait, les apports organiques, on les avait. Donc, le choix s'est fait vraiment... et puis c'est une philosophie aussi, hein, il faut être convaincu par l'agriculture biologique. Donc voilà, et puis moi j'ai été entraînée là-dedans et j'ai presque connu que ça au final parce que j'avais 6 ans, 3 ans, j'avais 3 ans, je dis des bêtises. Donc j'ai connu que ça. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer quand un éleveur laitier décide de se convertir en bio, quel chemin il doit faire pour avant que son... Ah, la sucette de ta petite vient de tomber de ta poche. On voit que tu es maman éleveuse. C'est pas fait exprès. Hein. Et ouais, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, le parcours pour se convertir ? Est-ce qu'il suffit de faire la demande et on l'a ? Est-ce que ça prend un certain temps ? Comment ça se passe ? Eh bien, en fait, les conversions en agriculture biologique étaient assez importantes, étaient moyennes en 2010. Il y a eu une grosse vague, surtout vis-à-vis des prix et de la crise laitière en conventionnel, qui a eu lieu sur 2018 à peu près. Il y a eu une grosse vague de conversion, donc les portes étaient grandes ouvertes des laiteries et on aura l'occasion d'en reparler parce qu'en fait il y avait une demande de volume très importante, donc il y avait vraiment tout un ensemble qui nous amenait à produire bio, quoi. Donc il y a eu beaucoup de conversions qui étaient encouragées par les laiteries, qui étaient soutenues. Il y avait une augmentation sur les 1000 litres par les laiteries sur les fermes qui partaient en conversion. Et en fait, cette vague-là est arrivée parce qu'il y a 2 ans de conversion en bio. Donc, tu convertis tout, ton cheptel, tes terres, etc. Et tu as le prix du lait qui est payé en conventionnel, quoi. Ouais. Donc, en fait, tu respectes toutes les règles du bio dans l'élevage. On va en parler ensuite des règles du bio, mais il faut tout respecter pendant 2 ans. Donc, avec les coûts que ça implique. Ouais. Mais par contre, pendant ces 2 ans, on vend au prix du conventionnel, donc sans répercuter cette hausse des coûts. Donc il y a vraiment un vrai engagement et il faut financièrement être c'est pas rien, quoi. Complètement. Et du coup, à la suite de ça, tu as un lait qui est payé en bio dans la laiterie dans laquelle tu as affilié, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, avec la crise laitière en bio, les conversions se sont stoppées depuis presque 1 an parce qu'on a un volume qui n'a pas de débouché, quoi, par rapport à plein de raisons qu'on abordera sûrement. Mais du coup, aujourd'hui, on ne peut plus passer en bio, quoi. Ouais. Du coup, nous, les consommateurs, il faut qu'on comprenne qu'on a un vrai impact. C'est-à-dire que quand pendant le Covid, à la sortie du Covid, on se dit on a envie de bien manger, du coup on consomme plus de produits bio, les éleveurs prennent ça comme un signal du marché et se convertissent pour répondre à la demande.
Mais par contre, à l'inverse, quand l'inflation arrive, quand on dit non, puis certains peuvent plus, mais qu'en tout cas, on n'a plus le porte-monnaie pour se payer ces produits bio, que ça fait la chute de la demande, il y a des éleveurs en fait qui se sont convertis pendant les 2 années, qui arrivent maintenant sur le marché au moment où la demande baisse. Donc, il y a un vrai impact de ce qu'on fait avec notre carte bleue. Complètement. Le consommateur a le pouvoir entier de toute notre filière, quoi. Mais je suis convaincue que notre mode de production est d'un respect pour l'environnement et même la santé humaine exceptionnel, quoi. Et ça s'est un peu perdu parce que du coup, les gens, par logique, ils se sont dit je vais acheter du local parce que c'est bon, c'est le bio. En fait, ils en ont perdu un petit peu l'image de notre label de qualité, quoi. Ouais. Et c'est à nous d'essayer de le réaffirmer, quoi. Oui, et puis tous les modèles sont complémentaires. Finalement, le bio, peut-être que tout le monde ne peut pas se permettre de l'acheter, ou le conventionnel ou le local. Tout va de pair, il y aura besoin de tout le monde. Et alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les règles que le cahier des charges t'impose de respecter au quotidien pour que tu puisses avoir la certification bio sur ton lait ? Eh bien, en fait, c'est un gros travail. C'est compliqué de produire bio, forcément. Donc, c'est normal parce que c'est un gage de qualité qui doit être difficile à produire. Sinon, c'est trop facile et ça engage pas assez de questions. En fait, nous, tous les ans, on est contrôlé 2 fois par un organisme certificateur chez lequel on cotise. Donc, ils viennent 1 fois par an. C'est prévu, c'est organisé, c'est posé dans l'emploi du temps. Et il y a une autre fois où elle vient de manière inopinée. Elle arrive le matin ou l'après-midi dans la ferme. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit disponible. Et là, elle fait le tour de la ferme de manière inopinée, quoi. Donc, c'est très bien sur l'idée parce que ça engage une charte de qualité qui est exceptionnelle. Après, à vivre, c'est un petit stress quand même, quoi. Ouais, j'imagine quand il y a quelqu'un qui débarque pour tout contrôler. Comment ça se passe ? Elle fait le tour de toutes les installations ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors en fait, elle arrive sur la ferme, donc on fait une première partie au bureau où là, elle épluche l'ensemble des factures. Tout ce qui a été acheté, toute la compta depuis la dernière fois qu'elle est passée, parce que du coup, ça fait pile 1 an, quoi. Elle épluche sur 1 an toutes les factures, les achats, les ventes, tous les animaux que nous, on vend, ils partent avec une attestation de certification bio. Tout ce qu'on achète doit être également bio ou suivi d'une dérogation, mais tout doit être archi-suivi, quoi. Donc là, il y a la partie bureau. Les ordonnances aussi, parce que les achats, la particularité du bio, c'est qu'on ne peut pas faire d'apport dans les champs de phytosanitaires, et sur les animaux, on est très limité en import d'antibiotiques, quoi. Donc tout ça, c'est aussi épluché entièrement. Donc quand tout ça est validé, on part faire un tour de la ferme. Donc là, on a des accès extérieurs qui sont obligatoires toute l'année sur les animaux à partir d'1 mois et demi. Donc là, elle vient regarder si tout le monde a l'accès extérieur. Elle peut même aller dans le champ, voir s'il y a des bousses fraîches pour être certaine qu'ils sont bien sortis. Donc c'est vraiment très sûr. Et ensuite, on fait un tour de plaine, quoi. Donc là, on va voir les champs, les cultures en place, les stocks, qu'est-ce qu'on a produit en une année en ensilage, en foin, en paille, en enrubanage. Enfin, elle fait le tour de tous les stocks. Et puis, elle peut faire aussi des prélèvements et des carottages dans les parcelles pour être certaine qu'il n'y a pas eu d'apport de fertilisants ou d'engrais, quoi. Ouais. Donc c'est du vrai contrôle, quoi. C'est pas un petit passage pour faire coucou. Voilà. Quand c'est prévu, c'est pas très bien parce que du coup, il y a quelques nuits avant où ça cogite et normal. Mais bon. Mais, et en même temps, c'est ce qui permet que le consommateur il garde confiance dans la certification bio, de savoir qu'il y a ces contrôles qui sont sérieux et très complets. Donc du coup, si je récapitule tout ce que tu nous as dit, donc le bio, ça t'oblige à avoir une alimentation pour tes vaches qui n'utilisent pas de produits phytosanitaires ou des pesticides. Donc tu utilises le fumier, le lisier de tes vaches pour fertiliser au final. Il faut que les vaches aient un accès extérieur constamment, que les veaux aussi soient en liberté, c'est ça, soient à l'extérieur. Et que tu traites 1 fois par an avec les antibiotiques tes vaches, sauf dérogation, non ? Voilà, c'est ça. Tu as un épisode de grippe ou de poux, vraiment un truc très inhabituel. Là, tu as une dérogation pour faire tout le monde d'un coup, quoi. Mais sinon, il y a une mamite, tu la soignes avec un antibiotique, il faut espérer que dans l'année, elle ne se rechoppe pas quelque chose. Donc, du coup, c'est un gros boulot de prévention sur les animaux avec les médecines alternatives, quoi, les huiles essentielles,
les plantes, l'homéopathie. Voilà, c'est un gros boulot de prévention. Ensuite, sur l'aspect environnemental, c'est quoi pour toi l'impact de produire bio sur l'environnement autour de chez toi là, et sur la biodiversité ? Moi, je suis convaincue qu'on a une biodiversité autour de chez nous qui est exceptionnelle. Personne ne la mesure, mais la principale est dans les marais de Redon. Il y a une présence de faune et d'oiseaux et d'insectes qui est exceptionnelle parce que c'est des terres. Alors là, c'est dans la limite du limite. Hein. On est en norme MAE dans ces endroits-là. C'est des zones Natura 2000 où là, il n'y a pas de charrue, il n'y a aucun apport de fait là-dedans, quoi. Donc c'est vraiment une terre qui est intacte, quoi. Après, autour de chez nous, on laboure un petit peu, hein, mais sinon, le fait qu'on n'apporte aucun insecticide ni désherbant, on en voit tous les jours, quoi. Des perdrix, des chevreuils, des faisans, il y en a partout, et je suis persuadée que ça joue énormément. Et je vais te poser la question de l'auditeur, c'est Florent qui te demande, est-ce que tu produis la totalité en bio sur ton exploitation ou est-ce que tu pourrais avoir des parcelles qui sont quand même en conventionnel ? Chez nous, tout est bio. On a la production laitière qui est bio, on a toutes les terres qui sont passées en conversion, tout est passé en même temps. Donc nous, l'ensemble de la ferme est en agriculture biologique. Et je vais passer à la minute économie du podcast. En quoi le respect du cahier des charges bio, il implique une hausse des coûts de production concrètement ? Pourquoi ça te coûte plus cher à produire quand tu respectes toutes les règles qu'on a dit ? Bien, en fait, la grosse différence entre le bio et le conventionnel, c'est que on a des rendements qui sont bien inférieurs au conventionnel. Donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué en bio d'avoir les rendements exceptionnels en quantité et en qualité qu'en conventionnel, quoi. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de disponibilité sur le marché, quoi. Moi, quand j'achète de l'aliment en bio, il y en a beaucoup moins qu'en conventionnel parce qu'il est beaucoup plus dur à produire et les rendements sont inférieurs. Donc déjà, il est plus cher cet aliment-là. Du coup, forcément, il est plus cher. Il est aussi très variable en fonction des conditions météo. Nous, on est complètement dépendant de la météo. S'il n'y a pas de pluie, ça ne va pas pousser. Il n'y a pas d'engrais, hein, de toute manière. Hein. S'il n'y a pas de soleil, ça a plein de conséquences différentes. Hein. Donc, on est très dépendant de tout ça. Et on ne peut pas fluctuer le rendement. Hein. De toute façon, on ne peut rien y faire. Hein. Il sera comme il sera. Donc, c'est très sensible, en fait, quoi, à plein de facteurs naturels. Et est-ce que produire en bio aussi, ça te demande un temps de travail plus élevé ou par exemple pour désherber, peut-être qu'avec un produit phyto, tu passerais une fois alors que là c'est du désherbage mécanique et que du coup il faut que tu passes 3 fois peut-être ? Ça dépend sur quelle culture. Parce qu'en fait, moi, j'ai mon conjoint qui est en conventionnel. Moi, quand mon mélange céréalier est implanté, je ne fais rien du tout. Et je vais juste le récolter, quoi. Je rentre jamais. Et le conventionnel a des apports d'engrais, de désherbants, etc. Et il passe beaucoup plus de fois dans sa culture de céréales, par exemple. Donc là-dessus, c'est pas forcément le cas. Après, sur la culture de maïs, là, c'est complètement différent. Par exemple, nous, on fait un passage de RC tri à 15 jours après le semis. Ensuite, on fait 2 passages de bineuse 1 mois et demi après le semis. Ça, c'est du temps passé parce qu'il ne faut pas rouler sur le rang, il ne faut pas tout retourner. Enfin, il faut être très, très, très précis. Donc aujourd'hui, il y a des GPS et il y a plein de techniques. Hein, mais par exemple, sur cette culture-là, on y passe plus de temps. Mais sur l'herbe, c'est du lisier, de la pluie et du soleil. Hein, donc au final, c'est vraiment aussi le fait que les vaches produisent moins de litres de lait par an qui fait que le lait coûte plus cher. Voilà, complètement. Il y a plus d'herbe et l'herbe a un peu moins de valeur que le maïs ou le maïs. Soja. Voilà. Donc en fait, si je récapitule, quand on donne maïs soja aux vaches, qui est souvent le cas en conventionnel, la production de lait, elle est plus élevée, alors qu'en bio, c'est beaucoup d'herbe, où là, le litre de lait, on pousse moins les vaches à la production. C'est ça. Très bien. Et alors, à qui tu vends ton lait ? Alors moi, je vends tout mon lait à la coopérative Agrial. Donc, le siège social est à Caen et il se situe le bassin de production est dans le Grand Ouest, quoi. Et combien ils te rémunèrent en moyenne au litre de lait ? Alors là, moi, en ce moment, je suis à 460 € les 1000 litres. Donc, c'est très, très limite avec le conventionnel. Donc là, on est quasiment sur la même marche. Ouais. Ça fait 46 centimes par litre de lait. Ouais.
On a connu, alors ça c'est pareil, hein, c'est très fluctuant sur l'année. Hein. On a eu un mois d'octobre-novembre où on était à 500, 510. On a eu un mois d'avril où on était à 430. Enfin, ça fluctue énormément sur l'année. En fonction de quoi ? Il y a un cours du marché du lait ? Ouais, bah c'est ça. Ouais. C'est les cours qui sont complètement différents. On produit plus de lait au printemps qu'en hiver, donc les prix ne sont pas les mêmes. La qualité du lait est différente aussi, quoi. Les taux ne sont pas les mêmes, donc en fonction de l'année, ce qu'elle mange, c'est différent. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Le marché aussi. Du grand consommateur, mais oui, il y a plein de choses. Et donc tu nous le dis, en ce moment, le prix du bio rémunéré aux éleveurs bio est quasiment équivalent au prix rémunéré du conventionnel. Ouais, ce moment, c'est très limite. Donc la chose qui nous sauve un petit peu, c'est qu'on a des rendements qui sont plutôt satisfaisants. L'année dernière, on a produit 16 tonnes de matière sèche sur le maïs. Cette année, on en a fait 10. Donc l'année dernière, on a encore des stocks de N-1 qui sont encore importants, quoi. La sécheresse de cette année a eu de grosses conséquences sur les stocks. Donc ça va être compliqué. Ça devait être compliqué début d'année. On y est, hein, sur les stocks qui peuvent arriver à la fin dans beaucoup de fermes, quoi. Mais nous, on a eu une arrière-saison, un mois d'octobre exceptionnel. Hein. Chez nous, dans un bassin humide comme Redon, on a eu des terres qui étaient jaunes, brûlées au mois d'août. C'est très rarement arrivé. Hein. Quand nous, c'est sec... c'est qu'autour, c'est compliqué. Hein. Et en fait, ça a reverdi au mois d'octobre, mais on n'en revenait pas, quoi. Et on est assez épaté de la qualité des variétés et puis même des cultures mises en place, même le maïs, où on se dit, mais c'est pas possible qu'ils aient des réserves colossales comme ça, quoi. Donc bon, l'arrière-saison nous a sauvé un petit peu, quoi, sur les stocks. Mais oui, ce qui baisse vos coûts de production, donc qui vous permet de vous retrouver sur le... Parce que finalement, c'est le prix au litre du lait bio qui a diminué. De par les problèmes de demande dont on a parlé précédemment. Et le lait conventionnel, par contre, lui, le prix a un petit peu augmenté pour prendre en compte les hausses des coûts de production, c'est ça ? Voilà. Et puis, on a aussi une réalité. Hein, les fermes laitières sont en nette diminution. Dans notre secteur, on a une bonne dynamique. On est beaucoup de jeunes agriculteurs. Enfin, on est tous un peu convaincus par nos systèmes qui sont rentables, mais j'ai des collègues qui sont dans d'autres secteurs où ils me disent, moi, mes voisins en lait, ils arrêtent tous pour faire de la culture, parce qu'en ce moment, le blé, par exemple, est très bien payé, ou pour faire de l'allaitant. Enfin, ça part à petit feu, les fermes laitières, et c'est un gros souci, quoi. Nous, en Aquitaine, d'ailleurs, c'est la région qui a le plus de baisse, mais il n'y a quasiment plus aucun éleveur laitier. Dans les Landes, on ne voit plus de vaches laitières. Hein. Je crois qu'on a perdu 13 000 exploitations en 10 ans. Donc, vous n'êtes plus que 35 000 exploitations à produire du lait. Et c'était parfait parce que tu anticipes ma partie d'après qui était effectivement sur la transmission et sur ce sujet, le fait qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui reprennent les fermes laitières. Là, je le disais, on a perdu 13 000 exploitations en 10 ans, vous n'êtes plus que 35 000. Pourquoi, à ton avis, c'est quoi les raisons ? La principale raison pour moi, c'était financier, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile. Après, on a un temps de travail qui est aussi atypique, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas concevoir des journées sans rallonge, une astreinte quotidienne. Enfin, le week-end, il faut faire la traite 2 fois par jour de toute manière. On travaille avec du vivant, sur des effectifs qui sont assez importants. Pour que ça soit viable aujourd'hui, il faut facilement toucher presque 100 vaches. Enfin, c'est des tailles d'exploitation qui demandent beaucoup de temps, quoi. Et du salariat qui est aussi absent, donc il faut assurer l'astreinte du week-end. Enfin, on assure des temps de travail en production laitière qui sont quand même très importants, quoi. Ouais. Finalement, c'est beaucoup d'investissement en temps pour des revenus plutôt aléatoires. Et la jeune génération, elle n'a peut-être pas envie de s'embêter avec toutes ces contraintes. Pourtant, c'est paradoxal parce que la filière laitière française est une des une des filières les plus dynamiques de l'agriculture française. Je crois qu'on exporte 4 litres sur 10. 99% des produits laitiers qu'on consomme sont d'origine française. Enfin, c'est vraiment un vrai fleuron de l'agriculture
française. Ouais. Et on le sent qu'on a une fierté de produire qui est plus importante qu'avant, quoi. On a une reconnaissance du consommateur qui, pour moi, est mieux que ça a été, quoi. Heureusement que tu es là et d'autres jeunes de ta génération pour reprendre tout ça. Je ne sais pas si on l'a dit, mais tu as 25 ans quand même. Tu as repris tout ça et tu as l'air passionné. Et tu as un compte Instagram aussi où tu t'attaches à communiquer. C'est le GAEC de Guimbert, je crois. On peut te retrouver. Pourquoi tu prends ce temps pour communiquer ? En fait, moi, j'ai grandi avec un papa qui est très communicant et qui attachait une importance particulière et qui était assez atypique il y a quelques années. Les agriculteurs n'étaient pas influenceurs du tout. Au contraire, c'était, tout le monde le disait, qu'il fallait qu'on ouvre nos portes, qu'il fallait qu'on parle, etc. Mais quand il fallait le faire, c'était compliqué parce que en fait, tout le monde a des emplois du temps très chargés. Une ferme, ça reste une ferme. La petite jardinière, la pelouse bien tondue, c'est pas forcément la priorité, l'image extérieure. C'est pas toujours propre et accessible à pied. Enfin, il y avait plein de questions, quoi. Et nous, on a attaché une importance là-dessus depuis très longtemps. Et financièrement, les bâtiments sont un petit peu tous remboursés. On a une structure qui est assez facile en termes de charge de travail. Et aujourd'hui, on va plus porter les investissements sur de l'enrobé dans la cour, un rond-point en bas où on va mettre une grande affiche avec le nom de la ferme parce que l'image extérieure nous touche beaucoup. Donc on est au pied de Redon, donc c'est aussi une question. On est aussi en centre d'un petit village où les gens viennent à pied le soir avec leurs enfants, où il y a beaucoup de passages. Et on est aussi partenaire du lycée agricole de Redon. Et du coup, on a des jeunes qui viennent 3 jours par semaine faire des TP à la ferme. Et du coup, on se doit d'avoir une image exceptionnelle, quoi. Et du coup, à ça, on s'est dit, la boucle finale, c'est de le montrer. Donc on a la chance de rentrer comme aujourd'hui dans des boucles de communication qui sont super intéressantes. Et puis on s'est dit, allez, on se fait une page Facebook et Instagram pour en prendre des photos de notre quotidien. Et c'est peut-être aussi la jeunesse qui a envie de faire un petit peu ça. Ça arrive un petit peu là sur les réseaux sociaux, les agri-youtubeurs, quoi. Et je trouve ça exceptionnel, quoi. Ouais. Finalement, les agriculteurs, la nouvelle génération reprend la main sur sa communication, ouvre ses fermes et montre comment ça se passe. Complètement, c'est exactement ça. Et tu fais partie des plus gros éleveurs français. Tu as des fermes de 100 vaches. Il y en a de plus de 100 vaches, il y en a 9000 sur 35 000. Donc, tu fais partie des 25% les plus gros. Est-ce que aussi tu as une motivation à montrer qu'on peut avoir une grande ferme et faire les choses bien et faire du bio et aussi que ça soit à échelle importante pour nourrir les gens? Parce que vous êtes plus que 1,5% d'agriculteurs à nourrir toute la population. Donc, à un moment, il faut envoyer du volume. Est-ce que tu as aussi envie de montrer ça? En fait... tout dépend de ce qu'on entend par grande structure, quoi. Chez nous, en France, on est vite un peu apeuré sur des fermes de 150 vaches où c'est minime à l'échelle internationale. Enfin, on a des fermes en France qui sont très à taille humaine, quoi. C'est quand même des petites fermes, où il y a des accès extérieurs encore très importants. Même des fois, j'ai des gens que je connais qui ont 250 vaches et sortent dehors. Donc c'est encore faisable. Certes, c'est compliqué, etc. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, comme tu le dis, il faut parler rentabilité un petit peu dans le fond de notre système, même si on est passionné. Aujourd'hui, pour rentabiliser une vie de 2, 3, 4 associés, il faut une structure qui tire la route, quoi. Ouais. Et c'est aussi ce qui vous permet de prendre des week-ends, parce que le fait que j'avais discuté avec un autre éleveur qui me disait moi j'ai fait le choix d'agrandir mon troupeau pour pouvoir avoir des sous pour prendre un apprenti qui me relaie le week-end pour que je puisse faire un peu ma vie les week-ends, sinon on y est tout le temps, quoi. Et ça, les consommateurs l'ont peut-être pas en tête non plus à chaque fois. Complètement. J'ai des collègues, là j'en parlais encore avec un hier qui est commercial, il me dit moi je veux reprendre la ferme familiale, mais si je reprends, ça sera la suite de mes parents qui partiront en retraite. Et il dit c'est hors de question que je m'installe tout seul, je m'installerai en GAEC de toute manière. Donc c'est la réflexion des jeunes aujourd'hui, et du coup forcément il faut des tailles qui suivent derrière. Ouais, on n'est plus sur l'agriculture d'antan en autarcie où on produisait pour se nourrir soi-même. Et puis c'est marrant parce que je te racontais la dernière fois que j'avais amené des citadins à la ferme, et en fait quand on voit les plus de 100 vaches comme là quand on vient chez toi, on a l'impression que c'est petit. En repartant, la personne m'avait dit c'est sympa de voir une petite éleveuse. Je dis mais c'est pas petit, 120 vaches ça devient gros, mais en fait on s'en fait tout un monde, et quand on vient sur place on se rend compte que ça reste largement
à taille humaine, quoi. Bah oui. Oui, et puis c'est une passion. Hein. Enfin, moi, mes vaches, on le disait tout à l'heure, au Cornadi, je les connais presque toutes. À la mamelle, à la traite, je les reconnais presque toutes. On se rappelle de celle qui avait eu un vélage compliqué il y a un an. 120 vaches, 130 vaches, ça reste encore vachement dans la tête, quoi. Enfin, moi, je les connais toutes et j'en prends toutes soin exactement pareil. Hein. Donc, 130 vaches, c'est aussi presque 130 vélages par an. Donc, on a des veaux, j'ai 25 veaux quasiment toute l'année en soins de moins de 3 mois. C'est aussi un temps passé, mais quand on aime ça, je veux dire, moi je prends soin de chaque bête, n'importe quel soit le nombre, quoi. Donc, Et comment tu vois l'avenir de ton métier ? Bah moi je le disais, on est dans un bassin où dans mon canton, on est 8 jeunes agriculteurs de moins de 35 ans à s'être installés depuis 5 ans. Donc on a une dynamique chez nous, on est convaincus par ce qu'on fait, on le prône, on organise une fête agricole tous les 2 ans et on se retrouve tous ensemble. On est convaincus par ce qu'on fait. Moi je suis convaincue que de toute manière, il faudra des produits laitiers. Le gruyère, le lait, toute la consommation agricole, elle est indispensable. Donc moi, je suis complètement convaincue. J'espère installer mon petit frère d'ici 5 ans. La ferme familiale, elle va perdurer et la production de lait bio, en tout cas, elle a largement son avenir de tracé, hein, je l'espère. Hein. Très bien, je vais passer à mes questions de fin. La première, ça serait, est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis ou au prochain goûter plutôt quand tu auras du lait à table? Alors en fait, en Europe, la France est le principal producteur de lait bio. On compte à peu près 4100 producteurs au niveau national. Donc, c'est pas rien. Ok, premier producteur de lait bio en Europe, magnifique. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi d'être éleveuse laitière en bio? Eh bien, moi, je l'ai, cette fierté-là, je l'ai depuis que je suis revenue à la ferme et depuis que je suis passionnée, que j'ai fait mes études, etc. J'adore vivre de mon métier, travailler avec les animaux, travailler dehors. On a un métier qui est complètement vivant. On est acteur principal de l'environnement, de la qualité de l'eau, de la beauté de nos paysages et de notre terroir. Et je suis très fière d'être engagée et acteur principal, quoi. Donc, à la suite de ça, après, je suis devenue maman. Donc, après, c'est une deuxième fierté aussi un petit peu maternelle. Moi, j'ai un bonheur d'avoir notre fille qui nous accompagne à la ferme, qui voit un petit peu tout, qui évolue très rapidement parce que le milieu agricole pour les enfants c'est la meilleure école, hein, je le dis souvent, et du coup c'est un bonheur aussi de voir ça dans ses yeux et de le transmettre aussi, quoi. Dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ou suivre l'actualité de ta ferme? Alors moi, on peut venir à la ferme déjà chez moi. On se contacte. La ferme, elle est grande ouverte et on prend plaisir à accueillir des groupes à la ferme. Ensuite, on en parlait. On a une page Facebook et une page Instagram au nom du GAEC de Guimbert. Et là, on a une toute petite nouveauté là où on s'est lancé avec mon frère, qui sera peut-être une grande aussi à l'avenir, mais dès demain, on ouvre notre chaîne YouTube où là, cool. on a envie de lancer un gros truc sur notre quotidien d'éleveur, quoi. Génial. Ça sera sous le nom de GAEC de Guimbert aussi? Ouais, c'est ça. Super. On ira voir ça. Merci. Bon, merci beaucoup, Apolline, de nous avoir expliqué ton métier. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode où on va aller voir William, en fait, qui travaille à la coopérative, ta coopérative, pour qu'il nous explique comment fonctionne la coop et puis comment il vend ton lait après, lui, de son côté, comment il le transforme en yaourt, en beurre et tout ça. Donc, on va tout savoir sur la filière de A à Z. Bon, mais merci beaucoup et à très vite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.